Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h42, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Oui. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Avant de revenir sur la loi sur les principes républicains, les annonces d'hier soir de Jean Castex, alors pas de spectacle et de ciné, Noël à 6, couvre-feu le soir à 20h, y compris donc pour le réveillon du 31. Est-ce que vous comprenez la colère du milieu de la culture quand il rétorque que les trains, les métros sont bondés et qu'on peut respecter les gestes barrières dans les salles de spectacle comme on le fait dans le TGV Paris-Le Mans, par exemple? Bien sûr, je les comprends. Chacun s'était préparé pour possiblement ouvrir le 15 décembre. Je sais qu'il y a des artistes qui avaient répété des spectacles. Moi-même, pour tout vous dire, j'avais pris des billets le 16 pour pouvoir accompagner la réouverture des lieux culturels, des théâtres, des cinémas, des cabarets, etc. Donc je comprends complètement que les gens soient frustrés, que les artistes, les professionnels de l'événementiel trépignent. C'est une décision extraordinairement difficile qu'a pris le Premier ministre, mais la décision, elle est fondée vraiment sur la situation sanitaire. Quand on voit ce qui se passe dans les pays dans lesquels il n'y a pas de restrictions, comme aux États-Unis, ou moins en tout cas, on voit qu'il y a eu des morts par vague, et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Oui, mais parfois, dans ces salles de spectacle, ils peuvent réguler, prendre en fait des mesures avec des jauges, alors que quand on le voit dans les galeries marchandes, mais le week-end en ce moment, il y a énormément de monde, et c'est moyennement régulé. Oui, vous avez raison, mais c'est pour ça que le Premier ministre a souhaité donner une clause de revoyure au 7 janvier, avec l'espoir que si collectivement nous continuons à respecter, je dis continuer parce que souvent on a dit que les Français respectaient pas bien, les Français se sont fait tancer, etc. Moi j'observe au contraire que les Français ont très bien respecté les mesures barrières, et particulièrement les jeunes pour qui c'est difficile. Moi j'ai une fille ado, la pauvre, elle peut pas sortir, voir des amis, ils sont masqués toute la journée, c'est très dur. Et puis les personnes âgées qui sont toutes seules déjà toute l'année et qui là sont en plus privées de leur visite. Donc moi je voudrais au contraire leur dire bravo d'avoir si bien respecté les mesures sanitaires. Et encore un petit effort. C'est vrai, Marlène Schiappa, puisque vous parlez des jeunes, quel message vous faites passer, puisque vous êtes en charge de la citoyenneté, à ces jeunes? Comment faire passer la pilule d'un 31 sans grand réveillon, sans fête, Pour l'instant, ils n'en peuvent plus quand même, les jeunes. C'est sûr, après moi je ne vais pas donner des leçons de morale, mais je crois que les Français ont aussi montré leur capacité à se réinventer. Pendant la période du confinement, on a vu ces fameux apéro Zoom ou en vidéo. Ouais, mais vous imaginez un 31 en apéro Zoom? Non, moi, comme tout le monde, je vais faire le 31 chez moi sans fête et sans amis. Vous pouvez quand même inviter des amis et ils restent chez vous. Alors après, il faut pouvoir loger les gens, et tout ça dans le respect des 6 adultes maximum qui sont recommandés, avec parfois des enfants qui viennent avec. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient du coup faire la fête la journée, faire des déjeuners, profiter de l'espace de liberté qui existe. Mais je ne dis évidemment pas que c'est facile. Je conçois que ce soit difficile, frustrant, et même que ça mette en colère les gens complètement. Oui, vous êtes au ministère de l'Intérieur, il y aura des contrôles justement quand même le 31. Oui, absolument. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé hier qu'il y aurait un certain nombre de contrôles, puisque l'idée c'est justement de faire respecter ces mesures, et notamment le couvre-feu, et faire en sorte que l'ordre public soit respecté, donc que chacun puisse se protéger. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté des gens qui respectent les règles pour ne pas contaminer les autres, et puis de l'autre côté des gens qui font circuler le virus. Oui, Marlène Schiappa, venons-en maintenant au projet sur les principes républicains. Dans une société très tendue en ce moment, il y a la haine en ligne. Illustration par exemple avec la jeune Mila, avec un nouveau rebondissement. Elle vient d'être exclue du lycée militaire parce que le nom avait été cité. Son père vous interpelle dans une lettre, ainsi que Jean-Michel Blanquer. Clairement, est-ce que la République laisse tomber Mila, menacée de mort, comme l'évoque son père, ou pas? Alors moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la lettre de son père, puisqu'il s'avère que je suis intervenue à de nombreuses reprises pour soutenir Mila. Notamment, c'est moi qui ai fait un article 40 les dernières semaines, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République, quand de nouveau elle a été cible de menaces. Et dans sa lettre, d'ailleurs, son père dit justement Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa ont beaucoup soutenu Mila et se sont démenés, etc. Et je leur remercie. Moi j'ai demandé d'avoir un dossier avec tous les éléments sur ce qui s'est passé, sur la raison pour laquelle cette jeune fille a été exclue de cet établissement. Moi je pense qu'il ne faut pas la laisser tomber, donc nous sommes déjà mobilisés pour essayer de trouver des solutions pour qu'elle puisse suivre sa scolarité. Quelles peuvent être ces solutions alors aujourd'hui, Moi je veux pas comme ça jeter sur le plateau des anathèmes, mais l'idée c'est qu'elle puisse poursuivre sa scolarité. Moi vous savez, j'ai une conviction, c'est que la place d'un enfant c'est à l'école, et la place d'une adolescente aussi. Et là on a une adolescente qui veut être scolarisée, et je trouve que c'est un peu on la blâme en fait, si vous voulez, on blâme cette jeune fille parce qu'elle est menacée de mort. Donc je trouve que c'est un peu une double peine pour Mila, et moi je vais continuer à me démener en lien avec l'éducation nationale et avec sa famille
famille pour trouver une solution pour cette jeune fille. Elle ne va pas fuir et se cacher toute sa vie, cette jeune fille, parce qu'elle est menacée par des islamistes. On peut trouver pertinent ou pas pertinent les propos qu'elle a tenus, on peut trouver que c'est bien, que c'est pas bien, qu'elle devrait aller sur les réseaux sociaux, qu'elle devrait pas. Très bien, tout le monde a le droit d'avoir un avis, mais on ne peut pas tolérer qu'on menace de mort une adolescente au point qu'elle soit privée de sa scolarité. Oui. Est-ce qu'avec la loi qui va arriver, justement, qui sera discutée, vous allez pouvoir protéger en fait ces jeunes qui sont harcelés, notamment sur les réseaux sociaux? Oui, notre volonté, c'est de les protéger mieux. Notamment, nous avons créé un délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations personnelles. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe pour Mila, c'est ce qui s'est passé pour Samuel Paty, c'est ce qui se passe pour Zineb El Razaoui, journaliste anciennement de Charlie Hebdo. Vous avez des gens liés aux islamistes qui ne lancent plus sur les réseaux sociaux des menaces de mort ou des fatwas en tant que telles, mais qui donnent des infos, mine de rien, en disant par exemple, cette personne, elle habite à telle adresse, elle sort à telle heure, voilà son code, voilà l'étage. Et derrière, vous savez ce que vous avez à faire. Et voilà, d'une manière qui semble anodine, c'est ce qui s'est passé pour Samuel Paty, on lance des appels aux mains. Ça maintenant, divulguer des informations personnelles ou familiales sur des profs, sur des journalistes, sur des fonctionnaires de la République, dans le but de leur porter atteinte, ce sera un délit et ce sera condamné. Oui, ça fera partie d'un des articles. Il y a aussi le contrôle le renforcement des associations. Alors là, il y en a certains qui s'inquiètent d'une remise en cause de la liberté associative. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors d'abord, la liberté d'association, on n'y touche absolument pas. Mais la liberté d'association, elle ne va pas avec l'obligation pour l'État de vous verser de l'argent. Oui, moi, il y a des subventions. Oui. Exactement, j'ai créé une association, je présidais pendant des années, et je n'ai jamais touché aucun euro d'argent public, j'ai jamais demandé de subvention. Vous pouvez avoir une association sans subvention. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous voulons protéger les maires, les élus locaux. Vous savez, moi j'étais à Montpellier cette semaine avec le maire de Montpellier qui a créé une charte de la laïcité. Et oui, qui était avec nous hier. Ah bah formidable. Et il y a des associations qui lui disent cette charte, elle n'est pas légale, on n'en veut pas, on la refuse, voire on va l'attaquer en justice. Nous, on va mettre dans la loi un contrat d'engagement sur les principes républicains et sur la laïcité qui permettront aux élus locaux de les faire signer. Pas un euro d'argent public ne sera versé aux ennemis de la République. Et y compris, ce sera utile pour le maire de Grenoble qui nous dit maintenant, ah bah tiens, je m'aperçois que ma ville a subventionné le CCIF qui a été dissous en Conseil des ministres parce qu'elle est radicalisée et proche des islamistes. Bah maintenant, il demande le remboursement des subventions et c'est normal. Et bien, dans ces cas-là, quand tu auras ce contrat d'engagement, le remboursement sera automatique. Oui, et alors qui va pouvoir procéder au contrôle et puis aux engagements et surtout juger de la pertinence? À partir de quel moment une association qui est musulmane, peut-être classique, devient une association islamiste radicale? Alors ça, c'est le travail des CLIR, les cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire qui existent autour du préfet et du procureur de la République dans tous les départements et qui se réunissent tous les 15 jours ou tous les mois selon les territoires et qui, avec tous les services de l'État autour de la table, j'étais avec le Premier ministre par exemple dans une CLIR à Évry avant-hier, et bien passe en revue les dossiers des associations ou des entreprises qui sont signalées comme radicalisées. Mais je voudrais vous dire que les termes de ce contrat d'engagement, on va les construire avec les élus et avec les associations. Je lance 2 consultations. Une avec Jacqueline Gouraud, qui est ma collègue chargée des collectivités, et une avec Sarah Lahiri, qui est en charge des associations. Et nous allons, avec eux, écrire cette charte pour que les principes républicains soient très clairement décrits et que chacun puisse s'en saisir. Oui. Alors, il y a aussi les mesures de protection de la dignité humaine, expulsion des étrangers polygames, fin des certificats de virginité, lutte contre les mariages forcés. J'avais cru comprendre quand même que déjà la polygamie et les mariages forcés, c'était interdit dans la loi. Et malgré tout, ça se fait. Vous savez, il y a plein de choses en France qui sont interdites et qui se font quand même. Le trafic de drogue, c'est interdit. Bon, il y a du trafic de drogue en France. L'excision, c'est interdit. Il y a 120 000 femmes qui vivent excisées en France. Le mariage forcé, c'est interdit. Il y a 200 000 femmes en France, selon le GAMS, qui est une ONG française qui s'occupe de ces questions, qui vivent dans un mariage forcé. Donc, c'est pas qu'on l'interdit, c'est qu'on renforce le pouvoir des ONG et des associations. Maintenant, elles pourront signaler à l'officier d'état civil leur connaissance d'un mariage dit forcé. L'officier d'état civil aura l'obligation de recevoir séparément les futurs mariés et de faire un signalement au procureur de la République si jamais il considère qu'il y a un doute. Et sur la polygamie, elle est absolument déjà interdite. Si vous permettez, je veux préciser, parce qu'il y a toujours des commentaires, des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle, l'infidélité, le polyamour, les troubles, les plans à 3, tout ça, ça reste autorisé. Je le dis parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent à chaque fois, vous légiférez sur notre vie personnelle. Sur les plans à 3 notamment. Je vous
vous rassure. Bon. Ou pas, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est la polygamie qui est interdite en France. Pourquoi ? Parce que se marier, ça permet d'avoir accès à des droits. Ouais. Droit de la famille, droit de l'héritage, la filiation, etc. Et donc nous ne voulons plus donner de titre de séjour à des personnes qui sont polygames. Et s'il y a des contrôles, par exemple, de la CAF qui mettent à jour le fait qu'il y a des situations de polygamie, eh bien les titres de séjour seront retirés. Oui, parce que derrière ça aussi, il y a certains qui évoquent la charia, parce que les valeurs de la charia seraient supérieures aux valeurs de la République. Ça, vous craignez que ça ne vienne progressivement dans certains quartiers ? Bien sûr, quand on voit des pratiques telles que l'excision, des pratiques telles que les certificats de virginité, même si ce n'est pas directement lié dans ces cas-là à la charia, moi je crains l'obscurantisme de façon générale. Et le fait que dès lors qu'on a des phénomènes de radicalisation ou de dérive sectaire, d'ailleurs pas forcément liés à l'islamisme, liés aussi à certaines pratiques évangélistes, etc., eh bien les premières à en pâtir, ce sont les femmes. Quand vous avez des petites filles de 4 ans qui sont voilées, des jeunes filles qui envoient faire des tests de virginité, justement, vous êtes favorable à l'interdiction du port du voile aux petites filles ? Moi, philosophiquement, il y aura un amendement de la députée Aurore Berger et du député Jean-Baptiste Moreau. Moi, philosophiquement, je les soutiens. Je suis favorable à ce qu'on interdise le voile pour les petites filles de 4 ans. Néanmoins, est-ce que c'est par cette loi ? Je ne sais pas. Et quel sera l'avis du gouvernement ? Je ne peux pas vous dire. Et dans l'accompagnement de la vie scolaire également avec les mamans ? Là, moi, je pense que le législateur a déjà tranché et je pense que les mères voilées peuvent accompagner les sorties scolaires. À mon humble avis, c'est en tout cas ce que dit le Conseil d'État à ce sujet. Et est-ce que, puisqu'on parlait beaucoup de mesures concernant les femmes, là, est-ce que vous trouvez que les féministes sont trop absentes du débat quand il s'agit de questions qui relèvent de la religion musulmane, qui dans certains cas donc entravent la liberté de ces femmes ? Moi, j'observe qu'il y a une dérive de l'extrême gauche dans lesquelles il y a pas mal de mouvements et d'organisations féministes structurées. Là, vous avez eu par exemple hier un article qui expliquait que c'est xénophobe et raciste et pas bien de vouloir lutter contre la polygamie, l'excision, les mariages forcés. Moi, je trouve que c'est ça qui est raciste et xénophobe. C'est de dire des femmes blanches qui viennent de familles françaises et qui ne seront absolument jamais menacées d'excision et de mariage forcé, et tant mieux pour elles, mais les autres qu'elles se débrouillent avec leur communauté. Non, moi je crois que la République, c'est assurer l'égalité des droits aussi pour toutes les femmes et que toutes les femmes soient protégées de l'excision. Je veux pas dire c'est parce que sa famille est telle origine ou telle religion que cette fille aura moins de droits que moi, c'est pas possible. Oui. Marlène Schiappa, vous venez des rangs de la gauche. Est-ce que vous êtes à l'aise justement avec ce que vous défendez ? Parce que certains évoquent quand même un discours au relent un peu islamophobe. Même votre père, je crois, vous critique en fait un peu puisqu'il milite aussi à gauche. Oui, mon père est un militant du mouvement ouvrier, mais mon père a démenti sur sa page Facebook d'avoir tenu ses propos lui-même. Non mais ça a été rapporté. Non mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Oui. En fait non, ça a été rapporté à une reprise. Ensuite, vous savez comment ça marche. Les presses se copient-collent les uns les autres. C'est vrai. Alors je suis pas allé voir sa page Facebook. A démenti lui-même et il a salué les gens qui inventaient nos conversations téléphoniques auxquelles il n'assiste pas. Mais sur cette critique justement d'une dérive droitière et de relents islamophobe. Moi je crois pas qu'il y ait dérive droitière. Moi je crois que quand on voit d'ailleurs le soutien des Français à la loi pour conforter les principes républicains, il est très fort. L'immense majorité des Français souhaitent être mieux protégés vis-à-vis de l'islamisme radical et vis-à-vis du terrorisme. On ne peut pas considérer que les choses doivent rester les mêmes avant et après le fait d'avoir décapité un professeur en pleine rue à 17h. Je pense que ça a choqué les Français. Et la majorité de la République En Marche, vous allez réussir à la convaincre parce que je sais que certains ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Il y a différentes tendances. Donc il y aura un débat au Parlement, c'est la démocratie, c'est plutôt sain. L'Assemblée nationale et le Sénat auront à se prononcer. En fait, si le débat parlementaire fonctionne bien, la loi à la sortie doit être enrichie par rapport au texte de loi au moment où il est arrivé. Donc nous verrons dans les débats. Il faut une commission spéciale, c'est ça ? Pour essayer de rassembler un peu les députés de différentes tendances. C'est la liberté parlementaire, il y a une séparation des pouvoirs. Je ne peux pas, moi, membre du gouvernement, demander une commission spéciale au Parlement. Mais vous y seriez favorable ? Moi, je suis favorable parce que le Parlement décide de la façon dont il s'organise. Donc, s'il souhaite une commission spéciale, on fera avec une commission spéciale. Marlène Schiappa, question avec Cécile de Ménibus. Oui, justement, vous parliez de commission. Dans un rapport, la commission d'enquête du Sénat dans la crise du Covid-19 pointe la responsabilité de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, concernant la pénurie de masques. Est-ce qu'il peut rester à cette place ? Moi, vous savez, dans la gestion de la pandémie, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se sont beaucoup trop exprimés, y compris en donnant des avis. Et du coup, chacun donne son avis sur des choses qui ne relèvent pas de sa compétence ou de son périmètre. Moi, ça ne relève pas ni de mon périmètre ministériel, ni de ma compétence. Donc, il ne m'appartient pas de nommer ou de dénommer les directeurs d'administration. J'observe que Jérôme Salomon est en poste, qui fait un travail difficile. Et donc, évidemment, il faut qu'il puisse poursuivre son travail auprès d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Oui. Marlène Schiappa, vous êtes place Beauvau, maintenant au ministère de l'Intérieur. Vous avez entendu Ségolène Royal à ce micro. Ça vous a fait sourire ou pas, en fait, sa petite sortie en disant qu'est-ce que c'est que cette dénomination ?
Moi, vous savez, Ségolène Royal, elle est très attaquée et c'était une des premières femmes politiques à assumer d'être maire et une femme politique. Donc, j'ai beaucoup de respect pour elle pour ça. C'est la première femme au 2e tour d'une élection présidentielle. Donc, j'ai aussi beaucoup de respect pour elle pour ça. J'essaye de ne pas attaquer les autres femmes en politique parce qu'elles sont déjà beaucoup victimes de sexisme. Ouais. Parfois, c'est un peu dur quand même. Ah, c'est un peu dur, oui. Oui. Bah, non, les gens, vous avez souri ou vous êtes Non, dit... j'ai pas souri parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, avant de faire de la politique, je savais ce que c'était Beauvau et la place Beauvau. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Je pense je pense que les Français, c'est un peuple très intelligent et un peuple très politique. Ouais. Et je pense que le défaut de beaucoup de responsables politiques, c'est de sous-estimer le niveau politique des Français. Les Français comprennent ce qu'on fait. Oui, non, mais elle voulait dire qu'il y avait une déconnexion avec cette appellation. Elle disait qu'il y avait une déconnexion des politiques avec cette appellation. Mais je crois pas, peu importe. C'est pas très grave, voilà. Bon. Merci Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h.